Cette fois-ci, il viendra à moi, et je l'attendrai. Je ne peux plus vivre avec ce lourd fardeau. Chaque hiver, je sais qu'il me regarde, qu'il attend que la colère et le désespoir me gagnent pour venir accomplir son travail. Et je vais lui offrir ce qu'il veut sur un plateau d'argent. Plus rien ne m'accroche à cette vie de toute manière. Alors si vous arrivez par je ne sais quelle manière à entendre ce message, c'est que je suis sans doute mort. Et de ce fait, j'aurai donc sauvé la vie à bon nombre d'entre vous. Au moins, je n'aurai pas tenu aussi longtemps en vain. Il y a longtemps, en URSS, vivait une famille recluse de la ville. Ma famille, pour être plus exact. Il y avait mon père, ma grand-mère, ainsi que ma petite sœur. Notre mère nous avait quittés à la naissance de cette dernière. Quand nous étions enfants, notre père partait travailler à l'usine en ville, nous laissant seuls avec grand-maman, qui, pour passer le temps, nous racontait bon nombre d'histoires. Et à chaque hiver, elle nous narrait l'histoire du Ded Moroz, le Père Noël russe si vous préférez, qui apportait bon nombre de surprises aux enfants sages, à condition que l'on lui écrive une lettre remplie d'amour. À chaque fois que l'on terminait nos lettres pour le Ded Moroz, notre père prenait nos enveloppes et les envoyait en ville. Il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que les cadeaux que nous recevions étaient en réalité les jouets que mon père achetait avec son maigre salaire. Que ce soit un bilboquet, une poupée ou un livre d'histoire pour notre mamie, nous avions tout de même l'habitude de remplir notre habituelle liste de cadeaux pour le père d'hiver. Seulement, ayant conscience du revenu de mon père, j'ai fait une liste qui ne contenait que des choses peu onéreuses, ce qui n'a malheureusement pas été le cas de ma sœur. Elle a fait une longue liste, et tout ce qu'elle contenait n'était clairement pas dans les moyens de mon paternel. Alors, j'ai attendu que tout le monde aille au lit, et j'ai pris la décision de changer le contenu de sa liste par des objets au prix plus modeste. Peu après, je me suis débarrassé de l'original. La chose que je n'avais pas pris en compte, c'est que je m'en suis débarrassé de la pire façon qu'il soit. Je l'ai jeté dans la cheminée. Le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était, et les listes ont été envoyées par mon père comme prévu. Ma grand-mère continuait de nous raconter des histoires, puis de fil en aiguille, elle a fini par nous raconter celle du Krampus. Le Krampus est une créature légendaire, le total opposé du père d'hiver. Son physique, monstrueux, effraie la plupart des enfants. La hotte qu'il porte sur son dos ne contient aucun cadeau, puisque cette dernière serait généralement remplie des viscères de ses victimes. Elle serait également entourée par de longues chaînes avec des grappins, qui auraient pour fonction d'attraper tout ce qui tenterait de le fuir. Le Krampus agit toujours de la même manière. Il entre discrètement chez les gens qui l'ont appelé, pour les dévorer de manière particulièrement monstrueuse alors qu'elles sont encore en vie. Malgré le fait que cette histoire nous avait pas mal terrifiés, ma petite sœur, curieuse comme elle était, avait demandé à Mère Grand de quelle façon il fallait s'y prendre pour appeler le Krampus. Ce à quoi elle lui a répondu qu'il y a longtemps, quand certains enfants n'étaient pas sages, les parents de ces derniers brûlaient leurs lettres de souhait, dans le seul et unique but de les punir. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que brûler une lettre de souhait et d'amour d'un enfant équivalait à maudire la famille tout entière. Car si la lettre avait pour destinataire le Ded Moroz, ses cendres vont rejoindre les enfers. Le diable lui-même enverra alors sa créature, le Krampus, qui aura pour mission de récupérer les âmes de celles et ceux qui l'auront invoqué. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai immédiatement frissonné. C'était précisément ce que j'avais fait la nuit dernière. Mais il faut dire ce qui est. Ces histoires avaient pour seule vocation de divertir ou d'effrayer. Elles n'étaient pas censées être réelles. J'étais conscient de ça. J'étais alors certain que ce que j'avais fait n'allait avoir aucune réelle incidence. Et c'est justement sur ce point-là que je me suis lourdement trompé. Dans les jours qui ont suivi, la guerre a fait rage dans les pays de l'Ouest. Et comme on s'y attendait tous, mon père a été appelé à rejoindre le front. Ma grand-mère, ma sœur et moi avions donc pris la décision de passer le nouvel an chez des membres de notre famille, du côté de notre défunte mère. Notre tante ne nous appréciait guère, car elle remettait constamment la mort de notre mère sur notre dos. En revanche, son mari était quelqu'un d'assez doux et gentil, et de ce fait, il a réussi à la convaincre de nous laisser dormir chez eux pendant quelque temps. Sans lui, nous n'aurions certainement jamais pu mettre les pieds ici. Avec nous dans la maison, il y avait nos cousins insupportables, des petits-enfants un peu trop gâtés, car leur père avait un bon poste de politicien au sein de la patrie. Je me souviens qu'ils s'étaient tous les deux moqués de la robe de ma sœur, disant que c'était un torchon de paysan, tandis qu'à moi, ils s'amusaient à m'envoyer leurs gros chiens me terroriser si j'osais prendre la défense de ma sœur. Le repas s'était plutôt bien passé, si on ne compte pas les remarques déplacées de notre tante ou de nos horribles cousins. Notre oncle avait offert un cadeau à tout le monde, avec en prime un délicieux dessert. Cet homme était une colombe dans un nid de vipères. Quand la nuit arriva, les cieux grondaient, annonçant l'arrivée imminente d'une tempête gigantesque. On a tous décidé de se coucher tôt ce soir-là. Moi et ma sœur dormions dans le seul lit de la chambre d'invité, tandis que ma grand-mère dormait sur le fauteuil du salon. Nous dormions tous à point fermé,
lorsqu'un gros bruit, long et sourd, a résonné depuis l'extérieur de la maison. Ma petite sœur, effrayée par le bruit, s'est demandé ce qui était à l'origine de ça. Je lui ai alors répondu qu'il ne fallait pas s'en faire, que nous étions en ville, et que c'était sûrement la sirène du couvre-feu qui indiquait aux citoyens de ne pas sortir de leur maison à cause de la tempête. Mais ça ne l'a guère rassurée. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des bruits de pas à l'extérieur, ainsi que des sons étranges, comme des bruits de chaînes métalliques. Je lui ai alors dit que c'était probablement le molosse de nos cousins. Et de nouveau, je lui ai dit de ne pas s'en faire. Mais c'est à ce moment-là que d'autres bruits ont retenti. Ces bruits m'ont immédiatement rendu inquiet, et j'ai sommé à ma petite sœur de rester dans la chambre, pendant que je jetais un coup d'œil dehors, pour voir ce qui se passait. Mais au moment même où je suis sorti de la chambre, les bruits ont cessé. J'ai tout de même allumé ma lanterne pour voir aux alentours, et je me suis retenu de crier quand j'ai vu ce qui était auparavant le redoutable chien qui me terrorisait. Sur le sol, gisait son cadavre, mutilé de toutes parts. Au même moment, j'ai entendu mon cousin crier, effrayé à son tour à la vue de cette horrible scène. Ce dernier m'a pointé du doigt et m'a directement accusé d'avoir tué son chien. Je n'ai guère eu le temps de répliquer que le cri de son frère s'est mis à résonner dans la maison. Mon cousin s'est alors empressé de rejoindre l'endroit d'où le cri provenait. Sa chambre, il a franchi la porte et s'est arrêté net. Retenant un cri, il s'est mis à reculer. Puis, d'un seul coup, il a fait demi-tour et a détalé en ma direction, me faisant tomber au passage. À mon tour, le pas hésitant, je suis moi-même entré dans la chambre. Au début, j'ai pensé que ma vue me jouait des tours. Du sang, c'est tout ce qu'il y avait. Il tapissait le sol, les murs, il y en avait absolument partout. Et puis, accroupi dans l'obscurité, j'ai vu cette forme monstrueuse qui se tenait devant moi, me tournant le dos. Ces bruits de mastication, mélangés à celui des tripes de mon cousin qu'il détachait de ses crocs, étaient particulièrement écœurants. La chose murmurait tout en se nourrissant de ce qui restait de mon cousin. Une simple carcasse d'eau et de chair, alors que quelques minutes auparavant, il tenait encore sur ses deux jambes. J'étais terrifié et tétanisé de peur. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est un petit pas en arrière. Qui est-ce? La chose s'est redressée et les bruits ont cessé. Seule sa voix étouffée se faisait entendre dans la pièce. C'est toi qui m'as invité? Où te caches-tu? J'aimerais te remercier. Laisse-moi te voir. J'ai commencé à trembler de plus en plus, lorsque j'ai vu sa tête se tourner lentement en arrière de façon inhumaine. Le silence pesant s'est brisé à ce moment-là, car un bruit d'eau et de chair accompagnait son mouvement. Malgré la pénombre dans la pièce, j'ai vu son visage. Je n'arrivais pas à discerner clairement ses traits, mais ses yeux, eux, brillaient comme de gros spots lumineux dans le noir. J'avais l'impression d'être un prisonnier qui tentait de s'enfuir de sa cellule. Et lui, le gardien dans le mirador qui pouvait faire feu à tout moment. Cela faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas invité à table. Tu es un si gentil garçon de penser au père Krempos. Pour te remercier, je dévorerai ceux qui te sont chers en dernier. Alors, vas-tu continuer à te cacher? Ou bien profiter des derniers instants de ta sœur, ta chère et tendre petite sœur, pour lui faire des adieux? À ces mots, mon estomac s'est noué. J'ai senti mon sang ne faire qu'un tour et me suis enfui à toute allure vers la chambre où se trouvait ma sœur. Le Krempus aurait pu m'attraper, mais il a préféré rire, tel un sadique, torturant psychologiquement sa proie. Ma sœur, sûrement intriguée par tous ces bruits, était sortie de sa chambre et m'attendait devant sa porte. Sans demander son avis, je l'ai prise par la main et j'ai couru le plus vite possible en direction du hall de la maison.
Ma sœur n'y comprenait pas grand-chose, m'a posé des multitudes de questions, mais j'étais bien trop occupé à fuir de cet endroit le plus vite possible. J'ai fini par rejoindre la porte d'entrée, et j'ai fermé bruyamment la porte derrière moi. Nous avons couru en ligne droite, jusqu'à trouver ce qui semblait être un chemin de fer. Par chance pour nous, un bruit de locomotive s'est fait entendre. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, en direction de la maison. Je ne voyais rien au début, mais rapidement, j'ai tout entendu. Des hurlements, des pleurs, des plaintes. Puis peu de temps après, du sang a commencé à tacher les vitres des nombreuses fenêtres. Je voyais la silhouette de mes proches qui tentaient de fuir le Krampus. Mais jamais il n'aurait pu lui échapper, car comme un lâche, j'avais bloqué l'entrée de la maison en fuyant, pour me protéger moi et ma sœur. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai pensé à ma grand-mère qui se trouvait toujours à l'intérieur, mais il était trop tard pour tenter de la sauver des griffes de ce monstre. De plus, avec son vieil âge, elle n'aurait jamais pu courir à notre vitesse. Quand le train s'est approché de nous, la tempête a soudainement été plus pesante, plus lourde, et des bruits effrayants venant de la maison ont résonné jusqu'à nous. J'étais aveuglé par l'épais brouillard glacé. Je savais que cette chose était sur le point de sortir, et avant que je ne puisse penser à quoi que ce soit d'autre, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le Krampus est sorti en fracassant la porte de la maison, a fait 3 pas de géant et a bondi en notre direction. En seulement un saut, il s'est retrouvé à quelques mètres de nous. Son rugissement était couvert par le train qui arrivait. J'ai crié à ma sœur de s'accrocher fermement à moi. Et quand le train est passé devant nous, je me suis accroché à une des portes du wagon. Il s'en est fallu de peu, et nous étions sortis d'affaire. Le Krampus s'éloignait de nous, petit à petit, et son hurlement a fini par s'éteindre, alors que le brouillard l'enveloppait. J'ai fermé les yeux un bref instant, pour retrouver mes esprits, pour me dire que tout ça n'était qu'un vilain cauchemar, que tout allait enfin pouvoir rentrer dans l'ordre. Et encore aujourd'hui, je regrette amèrement de les avoir réouverts. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. À chaque Noël, je l'ai attendu. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne viendrait pas. Il avait récupéré le cadeau que je lui avais offert. Ça aussi, je pense que j'en étais conscient à l'époque. C'est peut-être pour cette raison que je m'en veux autant. J'ai volontairement laissé derrière moi ma famille pour ralentir le monstre, et ça n'avait servi à rien. Je veux juste le revoir une dernière fois, qu'il revoie les yeux de l'enfant dont il a massacré la famille, qu'il voit la colère, les larmes que j'ai tant fait couler. J'ai moi-même rempli une liste directement adressée aux Dead Morose, les signé, et après un petit moment, je l'ai jeté dans le feu de la cheminée. Cela fait quelques heures que je l'attends, mais je sais qu'il va arriver, car de ma fenêtre, je vois enfin le ciel s'assombrir. La tempête de neige arrive.